Ma présentation donc concernera une étude que nous avons faite avec l'Association des multinationales et qui avait pour but de voir quel est le temps qui est mis entre une molécule qui est lancée au niveau mondial et son arrivée sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique. On verra qu'il y a un certain délai, donc on a fait ça en deux phases. Donc en deux phases. La première, c'était d'étudier entre 2010 et 2018 quel est le nombre de molécules qui ont été enregistrées sur innovantes, donc c'est les New Molecular Entities, donc c'est tous les nouveaux produits qui ont été lancés au niveau mondial et quand est-ce qu'ils sont arrivés au niveau de la région Middle East and Africa. La deuxième vague a été faite entre 2018 et 2021. Donc les résultats que je vais vous présenter s'arrêtent à 2021. Entre-temps, il y a eu certaines évolutions, donc je voulais que vous le sachiez. Donc la définition de la New Molecular Entity, c'est un médicament qui contient une substance active qui a été approuvée et mise sur le marché dans n'importe quel pays dans le monde. Et là, évidemment, nous prenons aussi en compte quand il y a un produit pharmaceutique composé de deux molécules, si l'une des deux est innovante, nous considérons aussi ces produits-là. Par contre, nous ne comptons pas dans cette étude tout ce qui est biosimilaire et générique et OTC. Voilà pour faire la définition. Alors, quels sont les paramètres que nous avons retenus? C'est des paramètres qui sont somme toute assez simples. C'est d'abord l'enregistrement, le temps qui est mis pour que le produit soit enregistré. Le deuxième paramètre, c'est le temps qu'il est mis pour que le produit soit remboursé. Et le troisième paramètre, c'est le temps qui est mis pour que le produit soit mis sur le marché. Donc on peut enregistrer un produit et pas le mettre sur le marché. On peut le rembourser et pas le mettre sur le marché. Donc l'effet ultime, c'est la mise sur le marché. Alors, donc je voulais vous donner un petit aperçu du marché mondial du médicament. Donc il est prévu, pardon, non, ça c'est plutôt les dépenses de santé, excusez-moi. Donc pour les dépenses de santé, nous voyons qu'il y a des différences entre certaines régions et d'autres, mais effectivement, nous remarquons que dans notre région qui est Middle East et Africa, il y a eu quand même un grand développement dans le pourcentage dans le pourcentage de PIB qui est destiné à la prise aux dépenses de santé, aux dépenses de santé. C'est en anglais, donc j'essaie à chaque fois de traduire. Vous voyez, par exemple, dans le Middle East et Africa, ça correspond à 20% du produit intérieur brut. Quand aux USA, c'est 16%. Et c'est dans les 5 plus grands pays européens, c'est entre 10 et 17%. Là, nous avons donc sur ce slide nos prospectives sur le marché du médicament au niveau mondial. Donc, il est supposé faire en 2025 1 600 milliards de dollars. Évidemment, cette répartition est différente entre une région et une autre, puisque, comme vous le voyez ici, les États-Unis sont pratiquement à 600 milliards de dollars, alors que la région Middle East et Africa est autour de 40 milliards de dollars, avec pratiquement 20 au Middle East et 22 milliards de dollars pour l'Afrique. Donc vous voyez que la région ne représente pas la plus grosse partie du marché mondial, je dirais même c'est même une infime partie. Ça expliquera peut-être aussi les résultats de l'étude. Alors, il y a 6 thèmes majeurs qui sont retenus donc, au niveau des pays de la région Middle East et Africa. Le premier, c'est l'expansion du healthcare coverage, donc de la couverture sanitaire, parce qu'il faut savoir que les niveaux d'accès aux soins sont différents d'un pays à un autre. Alors, pour l'Algérie, effectivement, depuis très longtemps, il y a un accès aux soins qui est généralisé de par la politique de santé. Dans d'autres pays, en Afrique en particulier, c'est des décisions qui ont été prises récemment de permettre donc, aux populations d'accéder au système de santé à travers soit des systèmes d'assurance publique, soit par le fait d'accéder aux hôpitaux de manière gratuite. Donc il y a eu cette évolution-là. Le deuxième, c'est l'arrivée des biosimilaires et génériques qui ont une forte pénétration dans les pays émergents. Donc ça aussi, c'est un élément important. Il y a un troisième élément qui ressort dans notre région, c'est
la politique au niveau de pratiquement tous les pays de vouloir avoir une industrie pharmaceutique locale. Alors pour l'Algérie, ça vous semble couler de source puisque cette décision a été prise il y a très longtemps, mais pour beaucoup de pays, c'est des décisions qui sont plus ou moins récentes. Alors la maturité réglementaire, ça aussi c'est une évolution que nous avons vue aussi, notamment en Algérie avec l'arrivée de l'Agence nationale du médicament, mais il faut savoir que les agences en général sont là, non pas pour reproduire les systèmes des directions de pharmacie avec des dépôts de dossiers, mais aller beaucoup plus dans la sophistication, dans l'étude des dossiers, à travers donc du Health Technology Assessment, du Market Access, etc. Donc cette sophistication est en train de se répandre dans tous les pays. On va vous montrer tout à l'heure quelques slides dans ce sens. Il y a aussi le patient centricity, c'est-à-dire que maintenant les laboratoires, quand ils mettent sur le marché un produit innovant cher, ils accompagnent le patient donc avec un système de patient support programme, dans le sens où s'il y a une analyse à faire avant d'utiliser le médicament, les laboratoires sont de plus en plus à même à aider les patients à pouvoir faire cette analyse pour pouvoir accéder aux médicaments. Nous les avons vus dans les anti-TNF par exemple. Et aussi l'adoption des technologies aussi. Par exemple, on l'a beaucoup vu dans le Covid, mais ça a commencé avant. Maintenant, la télémédecine se fait de plus en plus. Donc la consultation à distance, par exemple, est quelque chose qui est de plus en plus adopté. Et en même temps, nous voyons aussi l'émergence de beaucoup d'applications de santé qui sont utilisées par les patients et par les médecins. Alors, ce slide montre ce que nous recommandons, ce que nous considérons comme étant des éléments clés pour réussir dans le marché donc, du Middle East et Africa. D'abord, l'enregistrement du produit, ça semble couler de source, mais il y a des étapes de plus en plus compliquées ou simplifiées, ça dépend des pays. Donc ça, c'est un élément important à prendre en considération. Nous avons vu par exemple que beaucoup de pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte, par exemple, ont mis en place des agences de médicaments qui sont très bien outillées pour pouvoir accélérer les processus d'enregistrement sur des bases rationnelles. Il y a aussi le prix. Donc, quand vous entrez dans un pays émergent en tant que multinational, vous ne pouvez pas être sur une politique de prix identique à celle des pays développés. Il y a le remboursement qui est un élément clé parce que les populations n'ont pas des revenus importants pour pouvoir financer eux-mêmes l'achat de ces molécules nouvelles. Donc le remboursement est un élément clé aussi pour le succès du lancement des médicaments. Et aussi la chaîne logistique, de manière à pouvoir donc avoir une politique par rapport aux appels d'offres, etc., qui soit proactive, de manière à pouvoir vous aligner par rapport aux moyens financiers donc de ces centrales d'achat type PCH, etc. Alors, donc je reviens à l'étude que nous avons faite. Nous avons donc assessé dans la première vague 240 produits innovants, donc nouvellement mis sur le marché au niveau mondial. De ces 240 produits, 134 ont été effectivement au moins enregistrés dans au moins un des pays lors de cette période-là de 2010 à 2018. Restait 106 produits qui n'ont pas été enregistrés nulle part. Donc ces 106 produits se sont retrouvés au niveau de la deuxième étude qui a commencé, elle, après coup, donc entre 2018 et 2021. Donc vous verrez que, en fait, dans la deuxième vague, nous avons 106 plus 193 produits qui ont été assessés lors de la deuxième vague. Alors, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons que depuis 2018, 30% des nouvelles molécules ont été enregistrées dans au moins un des pays de la région Middle East et Africa. Donc uniquement 30% ont été enregistrés effectivement dans au moins un des pays. Alors, parmi ces 30% des produits qui ont été enregistrés, 71% ont été en plus remboursés. Donc quand vous avez l'enregistrement et le remboursement, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le produit ait été effectivement mis sur le marché. Alors effectivement, ces statistiques-là sont générales, mais je fais un zoom par rapport aux pays. Vous verrez que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne, puisque vous avez les premiers de la classe qui sont les Émirats,
où 81 molécules ont été enregistrées, 65 ont été remboursées et 63 ont été effectivement lancées. Si vous comparez à un pays intermédiaire, je prendrai le Koweït par exemple, 42 produits ont été enregistrés, 26 ont été remboursés et 29 ont été effectivement lancés. Si j'arrive en Afrique du Nord, on va commencer par la Tunisie, 23 produits ont été enregistrés, 2 ont été remboursés et 12 ont été effectivement lancés. Pour le Maroc, 31 ont été enregistrés, aucun n'a été remboursé et 6 ont été effectivement lancés. Pour l'Algérie, uniquement 9 produits, nous ne sommes pas les meilleurs de la classe malheureusement, ont été enregistrés, mais aucun de ces 9 produits n'a été effectivement lancé. Donc ça, c'est pour vous donner un aperçu des différences entre pays. Alors, la majorité des produits qui ont été enregistrés depuis 2018 sont en fait un héritage de ces produits-là qui n'ont pas pu être enregistrés entre 2010 et 2018. Donc ce n'est pas des produits qui ont été lancés à partir de 2018 dans le monde, mais qui ont été lancés avant 2018, mais enregistrés dans nos pays après coup. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage réel entre le lancement des produits au niveau mondial et son arrivée sur la région. Un petit comparatif aussi de ces produits qui ont été lancés. La majorité, en fait, on les split en deux. Donc les molécules que je dirais innovantes mais chimiques et les molécules qui sont plutôt qui font partie de la biotechnologie. La grande partie relève des produits donc chimiques et l'autre partie, donc les molécules biologiques, biotechnologiques, elles représentent une partie moindre. Si vous prenez l'exemple des Émirats, 53 molécules sont des molécules chimiques et 28 sont des molécules biotechnologiques. Alors, sur ce tableau, nous allons vous donner les timelines, c'est-à-dire les durées réelles en trimestres. Donc c'est notre façon de calculer, c'est une façon qui est la façon standard de calculer ce type de délai. Donc le délai moyen dans la région pour l'enregistrement des produits pharmaceutiques est en moyenne de 10 trimestres, ce qui correspond à 10 trimestres, on va faire du calcul mental, donc c'est 4 par an, on est à pratiquement 2 ans et demi. Ça, c'est ce que nous avons retenu de la première vague que nous avons faite, donc des produits de 2010 à 2018. Pour la deuxième vague qui a été faite donc, de 2018 à 2021, ces délais se sont réduits en moyenne à 6 trimestres, c'est-à-dire 1 année et demie. Donc on est passé de 2 ans et demi en moyenne à 1 année et demie en moyenne. Mais effectivement, vous verrez que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne, puisque lors de la première étude, par exemple, les Émirats arabes unis étaient à 7 trimestres entre l'enregistrement au niveau mondial et l'enregistrement au niveau des Émirats. Donc il y avait pratiquement 2 ans pour que le produit arrive. Lors de la deuxième vague, ils se sont beaucoup améliorés puisqu'il ne s'agissait que de 3 trimestres, donc même pas 1 année entre le lancement mondial et le lancement au niveau des Émirats. Si l'on prend l'Algérie, c'était 17 mois lors de la première vague et malheureusement, pour des raisons certainement qu'on connaît tous de troubles politiques et de restructuration du ministère, aucun produit n'a été enregistré de 2018 nouveau, de 2018 à 2021. Donc il y a certains pays qui ont eu des améliorations et d'autres où malheureusement il n'y a rien eu. Ça concerne aussi la Tunisie où effectivement c'était 14 trimestres lors de la première vague et puis aucun produit enregistré lors de la seconde vague, donc de 2018 à 2021. L'Égypte, par exemple, a fait aussi une amélioration puisqu'ils sont passés de 12 trimestres à 8 trimestres aussi. Maintenant, effectivement, ces délais-là, on peut les relativiser parce que les délais qu'on a pris, c'est une étude basique entre l'enregistrement au niveau mondial et l'enregistrement au niveau des pays. Par contre, si on calcule les délais
le fait que le laboratoire a mis aussi du temps avant de déposer le dossier, parce que les dossiers n'ont pas été déposés en même temps aux États-Unis et aux Émirats. Si on réduit ce délai-là, les délais sont encore plus courts, puisque la moyenne de la région passe de 10 trimestres à 7 trimestres, et elle est de 3 trimestres pour la deuxième vague. Donc parce que des fois, les laboratoires, dans leur stratégie, priorisent toujours les pays développés, parce qu'il y a de meilleurs chiffres d'affaires, avant d'arriver vers les pays émergents. Donc il y a ce delta-là qui n'est pas la cause des autorités de santé, mais de décisions des laboratoires de retarder le dépôt du dossier. Alors, maintenant nous sommes sur le temps. Là, c'était ce que je vous présentais, c'était pour l'enregistrement. Maintenant, nous allons voir pour le remboursement. Alors, le remboursement dans la région, c'est-à-dire après enregistrement, combien de temps faut-il pour que le produit soit remboursé? La moyenne, elle est quand même pas très importante, puisque c'est 3 trimestres, pratiquement moins d'une année, donc pour la vague initiale. Et elle s'améliore sur la deuxième vague à 2 trimestres, 0,6, donc même pas 3 trimestres. Donc on sent une amélioration entre le temps de remboursement et le temps d'enregistrement et le temps de remboursement, quand le remboursement a lieu, effectivement. Là encore, il y a des différences entre les pays. Par exemple, en Arabie Saoudite, c'est 5 trimestres, et au Koweït, c'est un peu plus que 2 trimestres. Par contre, sur la Tunisie, il n'y a pas eu de remboursement lors de la première vague, et lors de la deuxième vague, pour les 2 produits qui ont pu être remboursés, ça a pris quand même 2 ans, puisque c'est 8 trimestres. Sur l'Algérie, aucun produit n'a été remboursé, donc on n'a pas de statistiques. Au fait, quand je parle de remboursement, c'est soit le produit est remboursé à travers la pharmacie, classiquement, ou bien il est pris en charge par l'État, comme c'est le cas pour la PCH. Donc les produits qui sont distribués par la PCH sont considérés comme remboursés dans l'étude, puisque le patient ne paye pas de sa poche. Alors maintenant, ce troisième slide va nous donner les délais entre le remboursement et la mise sur le marché du produit. Alors c'est effectivement 6 mois en moyenne pour la région, donc c'est 2 trimestres, et ça c'est resté stable entre les 2 vagues. Par contre, nous voyons que sur la Jordanie, par exemple, c'est 1 trimestre, donc tout de suite après c'est mis sur le marché. Pour le Maroc, c'est plutôt 1 année, et ça ne s'est pas amélioré avec le temps, puisque dans la deuxième vague, c'est plus d'1 année. Pour ce qui est donc de l'Égypte, c'est aussi 2 trimestres, la Tunisie 2 trimestres, l'Algérie 2 trimestres. Donc les mises sur le marché après remboursement sont très rapides. En résumé, entre les 2 vagues, nous avons constaté des améliorations dans certains cas et puis des régressions dans certains autres. Et nous avons donc pu classifier cela dans ce slide. Donc nous voyons que les premiers de la classe sont les Émirats arabes unis, suivis par l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Koweït, le Maroc, la Jordanie, le Liban, la Tunisie et l'Algérie. Alors effectivement, il y a quelques remarques à chaque fois. Donc les Émirats arabes unis sont un pays qui vraiment met en place une stratégie très dynamique et avec une agence du médicament qui est très bien outillée pour pouvoir faire face à ces demandes-là, pour étudier donc les impacts de l'arrivée de ces produits sur leur marché. Donc ils ont une réponse beaucoup plus réactive. Vous avez par exemple l'Égypte qui a lancé aussi l'Egypt Drug Agency, donc qui elle aussi est très bien outillée, donc ils évoluent. Et puis nous voyons que sur d'autres pays, il y a des marges de progression. En Algérie, le LNCPP, les prérogatives du LNCPP de la direction de la pharmacie sont passées à l'agence du médicament, mais c'est une agence récente, donc je pense, et les statistiques se sont arrêtées en 2021. Donc je pense que les résultats des réformes qui ont été faites en Algérie vont arriver après coup. Mais en tout cas, lorsqu'on a fait cette étude-là, les résultats n'étaient pas fameux. Pour la Tunisie, alors c'est effectivement un mélange entre crise économique et problématiques politiques qui font que ces retards sont là. J'espère que ça aussi, ça va être résolu avec le temps. Donc ce slide-là vous permet de voir les différences entre les pays et aussi les initiatives qui ont été prises dans des pays qui ne sont pas considérés comme riches, tels que l'Égypte,
pour pouvoir mettre en place des systèmes efficients pour pouvoir rembourser et mettre sur le marché des produits qui sont censés apporter quand même un plus aux patients. Alors, en résumé, donc depuis 2018, 30% des 299 molécules ont été enregistrées au niveau de la deuxième vague. À l'exception donc des Émirats arabes unis, les produits donc dans le scope, les produits qui ont été enregistrés relevaient pratiquement tous de la vague des produits qui ont été mis à l'enregistrement entre 2010 et 2018. Donc ce n'étaient pas des produits récemment mis sur le marché mondial. Donc c'était vraiment un héritage. Donc ils ont un peu fait du rattrapage. Et aussi, il y a aussi un autre truc, les plus grandes molécules qui ont été, les plus grandes classes thérapeutiques, c'est l'oncologie, le système nerveux central, les anti-infectieux et les antiviraux. Donc c'est les principales molécules qui ont été enregistrées. Aussi, au niveau du time pour l'enregistrement, donc globalement, c'est passé de 2,2 années à 1 année et quelques en moyenne, mais vous avez vu que ça ne concernait pas tous les pays. Certains ont régressé, d'autres se sont améliorés entre-temps. Voilà, nous allons passer à faire un focus sur l'Algérie, essayer de voir aussi qu'est-ce que nous avons pu, en tant qu'IQVIA, déterminer en 2021 lors de la fin de cette étude, de la deuxième vague. Donc nous avons, au niveau des enregistrements, on revient qu'en 2019, il y a eu des troubles politiques qui n'ont pas permis de grosses réformes. Et les réformes qui ont été mises en place n'ont pas été impactantes. Mais nous avons vu quand même la création de l'Agence du médicament qui est un très bon départ. Maintenant, il faudrait l'outiller avec du savoir-faire afin de pouvoir faire face à ces demandes. Nous avons compris aussi que depuis récemment, des textes de loi un peu plus précis permettent l'accélération des enregistrements. Nous attendons peut-être la troisième vague pour voir quel a été l'impact sur l'Algérie. Sur le pricing, il y a une problématique, non, mais une particularité de l'Algérie, c'est que l'instance qui enregistre n'est pas l'instance qui rembourse, puisque c'est deux ministères différents, et que l'agence du médicament elle-même n'est pas une agence qui est totalement indépendante, puisqu'elle est sous la tutelle d'un ministère, donc ça ne permet pas aussi beaucoup de flexibilité. Mais encore une fois, nous sommes en train de voir qu'il y a de l'harmonisation qui est en train d'être mise en place, et nous espérons que cela va impacter positivement les délais. Et pour ce qui est du procurement, au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux qui s'occupe en exclusivité de l'approvisionnement des hôpitaux aux molécules innovantes et chères, le système est bien rodé. Par contre, le problème est que les enregistrements prenant du temps, ça ralentit la mise à disposition de ces produits-là pour les patients. Donc, pour l'exemple de l'Algérie, sur les 200 molécules qui ont été étudiées, donc sur les 240 plus les 221 plus les 193, uniquement 9 produits ont été enregistrés lors de la première vague, sans être ni remboursés ni mis sur le marché, et aucun produit n'a été ni enregistré ni remboursé lors de la deuxième vague. Donc on voit vraiment que ces dernières années n'ont pas été les plus performantes, mais nous espérons, en tout cas tel qu'on nous l'a expliqué, que de grosses réformes sont en cours et que ces délais-là seront réduits de beaucoup. Évidemment, pour l'Algérie, c'est uniquement 2% de ces produits innovants qui ont pu être enregistrés sans être lancés, ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce que ces molécules-là qui ont été lancées sont censées quand même apporter un plus aux patients. Et donc ce manque d'accessibilité à ces molécules en Algérie a certainement un effet néfaste sur la prise en charge de la maladie en général et doit certainement créer des surcoûts au système de santé. Donc il serait peut-être intéressant et judicieux parce que comparativement, vous voyez qu'il y a eu uniquement 9 molécules alors que dans d'autres pays, ça varie entre 23 et 81 dans la région Middle East et africaine. Alors,
Ouais, donc effectivement pour l'Algérie, c'est pratiquement plus de 5 ans pour pouvoir enregistrer un produit, d'après les statistiques que nous avons fait. Et je reviens aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de démarches qui sont en train d'être faites pour les réduire. Aussi, aucun des produits qui a été enregistré n'a été remboursé, donc ce n'est pas mis sur le marché. Alors, pour résumer, le fait de mettre du temps pour mettre à la disposition des patients algériens des produits innovants peut être lu d'une certaine manière comme étant des économies sur les dépenses de produits pharmaceutiques, mais ce que nous intégrons aussi tous, c'est que cette économie-là est visible, mais ce que nous perdons ne l'est pas, c'est-à-dire le poids de ces maladies-là sur le système de santé aussi a un coût, et surtout, au bout du compte, n'oublions pas que ce n'est pas uniquement une approche économique, c'est aussi une approche vis-à-vis des patients, et aussi peut-être que des patients ratent des opportunités de soins qui auraient pu être mises à leur disposition avec un système beaucoup plus fluide, je dirais. Docteur Mehdi, il vous reste 5 minutes. C'est bon. Vous avez conclu. Justement, c'était pour pouvoir poser peut-être quelques questions. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi l'assistance.